Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Louvenaz, je suis naturopathe et coach santé et aujourd'hui j'aborde avec vous une erreur qu'on a tous commis et qu'on commet peut-être encore au sujet de notre santé. J'ai pris conscience de cette erreur il y a quelques temps lorsque je repensais à mes études d'infirmière et où je me suis rendu compte en fait que cette notion de santé c'est quelque chose d'assez abstrait et qui parfois nous donne cette sensation que c'est incontrôlable, c'est hors de notre portée et donc peut parfois mener à cette erreur que l'on peut commettre dans notre quotidien. Cette erreur, selon moi, c'est de croire que notre santé est fragile. C'est un constat que j'ai fait en discutant avec des personnes autour de moi, avec mes proches, où très vite, en fait, lorsqu'on aborde ce sujet de la santé, euh, on se rend vite compte que c'est quelque chose qui est assez, qui est presque un peu hors de notre portée, qui est incontrôlable, ou enfin, c'est vrai, hein, surtout avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est très vite une croyance qu'on peut instaurer en se disant mais de toute façon notre santé elle est incontrôlable, on n'a pas la main mise dessus et en plus de ça il y a différents facteurs qui nous le prouvent. Et ces facteurs, je vous ai demandé concrètement qu'est-ce que c'était, donc sur Facebook et sur Instagram, et donc vous avez été nombreux, je dois dire, à penser que non, notre santé, on est parfaitement capable de la contrôler, à l'exception de certaines personnes. Donc j'ai choisi de contacter par la suite pour aller creuser un petit peu et donc essayer de comprendre selon elles qu'est-ce qui faisait enfin qu'est-ce qui fait que notre santé ne peut pas être contrôlée. Et vous avez donc répondu qu'il y a notamment trois exemples, trois facteurs qui montre que notre santé ne peut pas être contrôlée. Et donc c'est en premier lieu nos gènes. Pour vous, les gènes, c'est vraiment quelque chose, enfin c'est déjà ce qui nous constitue premièrement, et on ne peut donc vraiment pas agir là-dessus. Le deuxième exemple, c'était notre environnement. Et enfin, du coup, tout ce qui est processus métabolique. Donc nos processus métaboliques, ça va être notre digestion, notre respiration, voire même aussi la sécrétion la sécrétion enzymatique, la sécrétion hormonale, enfin bref, tous ces processus qui se jouent à ce moment même dans notre corps dont on n'a absolument pas conscience et donc où on n'a pas besoin de porter notre attention là-dessus pour qu'ils puissent se faire correctement. Ces trois éléments, c'est ce que vous m'avez transmis donc à travers les sondages sur les réseaux sociaux. Et je vais vous présenter aujourd'hui, du coup, une discipline qui, je l'espère, va vous faire voir votre santé différemment et va peut-être vous faire dire que finalement, notre santé n'est pas si incontrôlable que ça. Cette discipline, c'est l'épigénétique. Donc, par définition littérale, l'épigénétique, c'est ce qu'il y a au-dessus de nos gènes. Donc, en gros, qu'est-ce qui va conditionner l'expression d'un gène? Cette discipline, je la trouve extrêmement intéressante parce que je trouve qu'elle a vraiment cette vision un peu naturopathique en observant simplement en fait les faits et en se demandant du coup qu'est-ce qui varie, qu'est-ce qui fait que un gène va s'exprimer ou non, puisque en fait c'est le domaine d'étude de cette discipline qui est l'épigénétique. Et pour illustrer un petit peu mon propos, parce que j'imagine que ça ne doit pas forcément être évident, surtout si vous ne connaissez pas du tout ce que c'est que l'épigénétique, je vais vous partager donc un exemple qui, moi, m'avait fait beaucoup réfléchir lorsque j'étais étudiante infirmière, et c'est du coup l'exemple du cancer du sein. Le cancer du sein, donc c'est ce qu'on appelle donc une maladie héréditaire, puisqu'elle se transmet de génération en génération à toutes les femmes donc d'une lignée. On a pu observer que, en réalité, au sein d'une même génération, une femme peut exprimer ce gène du cancer du sein et donc développer le cancer, tandis que sa sœur, qui pourtant partage un grand nombre de gènes similaires, elle ne l'exprime pas. Donc bien sûr, on peut se dire, oui, non mais il y a un facteur temps qui est là, peut-être qu'elle ne l'exprime pas encore, mais qu'elle finira par l'exprimer. Certes, c'est un facteur qui existe. Mais en fait, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a d'autres facteurs sur lesquels, là, on peut agir, qui vont réellement déterminer si un gène s'active ou non. Ces facteurs, je vais vous les partager aujourd'hui, et ils ont été mis particulièrement en évidence par le biologiste Bruce Lipton. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à aller regarder sa vision des choses et puis toutes ses recherches. Elles sont vraiment passionnantes. Et vous trouvez donc pas mal de ses interviews et de ses vidéos sur YouTube, donc vraiment n'hésitez pas à les regarder.
Et donc en fait, Bruce Lipton a montré qu'il y a notamment 4 facteurs qui vont interagir avec nos gènes et qui vont donc permettre l'expression de certains gènes ou au contraire empêcher qu'ils s'expriment. Et notamment donc ces 4 facteurs, le premier va être notre environnement. Donc ça c'était l'une justement de vos pensées où vous pensiez donc que l'environnement ne peut pas être contrôlé et pas, même si vous reconnaissiez qu'il a un impact sur notre santé. Pour donc Bruce Lipton et donc c'est aussi cette vision qu'on a en naturopathie. Notre environnement, certes, impacte notre état de santé, et donc on peut agir en grande partie sur lui. Alors bien sûr, il y a des éléments de notre environnement qu'on ne peut pas toujours contrôler, notamment notre lieu de vie. On ne choisit pas toujours si on peut vivre à la campagne ou en centre-ville, même si en réalité, donc c'est vraiment un choix que l'on fait, et qui va forcément impacter notre état de santé. Mais je pense surtout en fait à des petites actions que l'on peut faire dans notre quotidien et qui vont là réellement donc faire évoluer notre environnement et vont impacter notre état de santé, comme notamment couper donc son boîtier Wi-Fi lorsqu'on va se coucher, ne pas prendre son téléphone portable et le laisser allumé sur sa table de chevet. Essayer de limiter par exemple l'utilisation du micro-ondes. Enfin voilà, globalement, c'est l'ensemble de petits gestes qui vont réellement impacter notre environnement et impacter notre état de santé. Et on le sait du coup aujourd'hui, qui va permettre ou non l'expression de certains gènes pathogènes. Le deuxième élément donc, qui a été mis en lumière par Bruce Lipton au sujet de nos gènes et de ce qui peut les impacter, et donc prédisposer de certaines maladies, c'est notre style de vie. Et c'est là où ça prend tout son sens, donc avec ce qu'on essaie d'expliquer en tant que naturopathe. Ce qui en fait est connu depuis des milliers d'années par d'anciennes civilisations, mais qu'on redécouvre encore de nos jours et qu'on essaye donc de transmettre, c'est qu'en réalité, notre façon de penser, notre stress, notre alimentation, notre activité physique, notre sommeil, tout ça va impacter notre état de santé, ça c'est sûr, et en particulier l'expression de certains gènes ou au contraire leur mutisme pour éviter qu'ils ne développent des pathologies. Donc ça c'est encore un élément qui a été mis en évidence et qui montre bien que si on fait attention à notre qualité de sommeil, qu'on fait attention à notre alimentation, qu'on fait attention à notre stress, eh bien tout ce style de vie, cette hygiène de vie, va réellement impacter nos gènes et donc va nous permettre de nous préserver face à certaines pathologies qui peuvent être, dont les cellules, dont les gènes sont latents dans notre organisme, mais qui finiront peut-être jamais par s'exprimer. Les deux autres éléments qui ont été mis en évidence par Bruce Lipton, c'est nos croyances et notre état de conscience, qui là aussi va impacter nos gènes directement. Je ne vais pas le développer ici parce que Bruce Lipton en parle parfaitement à travers ses vidéos et ce sera peut-être même le sujet d'une seconde vidéo par la suite. Mais en tout cas, voilà, on voit bien d'ailleurs, hein, si vous avez cette croyance que votre état de santé est fragile, il y a fort à parier que chaque année, lorsque arrive la période hivernale, vous commencez à vous dire « Ah, ça y est, c'est l'hiver, je vais commencer à attraper la grippe ou attraper la gastro parce que chaque année c'est pareil », vous voyez, si vous êtes dans ce genre d'état d'esprit, il y a fort à parier que cette année encore, vous n'y passerez pas et vous aurez de nouveau la grippe ou la gastro. Donc comme quoi, notre croyance, notre façon de penser impacte directement notre état de santé. Pour illustrer tout ça, j'ai envie de vous partager l'exemple des abeilles et leur façon de sélectionner leurs reines. Peut-être que vous le savez, moi en tout cas je ne le savais pas et je me suis beaucoup demandé justement qu'est-ce qui faisait qu'une abeille devenait reine comparée aux centaines d'autres abeilles au sein d'une ruche. Et donc pour ça, je suis allée regarder un petit reportage sur Arte. Et donc en fait j'ai découvert, donc ces scientifiques qui ont étudié ce phénomène et qui ont réussi à montrer que déjà dans ce processus sélectif, c'est les abeilles ouvrières qui sont responsables donc de ce phénomène. Et elles sélectionnent en fait une petite quantité d'œufs parmi tous les autres œufs qui sont produits donc au sein d'une ruche. Elles en sélectionnent une petite partie et elles le mettent dans un autre environnement. Donc déjà, on voit qu'il y a une conscience des abeilles qui vient sélectionner certains œufs plutôt que d'autres.
et qui en plus de ça les mettent dans un environnement particulier pour être vraiment dissociés de tous les autres œufs et de leur évolution. Donc déjà ils prennent donc cette petite sélection, et une fois que les larves viennent à éclore, les abeilles ouvrières les nourrissent toutes avec de la gelée royale pendant un certain temps, et à un moment donné, elles choisissent une larve qui va devenir l'abeille reine de la ruche. Celle-ci, elle va continuer du coup d'être nourrie à la gelée royale, tandis que les autres larves vont vont être nourries en changeant donc leur alimentation et donc en prenant un mélange, je sais plus exactement, c'est un peu de gelée royale et d'autres substances, je sais plus lesquelles. Mais du coup, et en fait, ce qu'ils ont étudié, les scientifiques, c'est que ce changement de mode alimentaire inhibe, il me semble que c'est ça, inhibe en fait le gène qui va être responsable du coup de l'évolution de l'abeille ouvrière en une reine. C'est un exemple vivant qui montre qu'en effet, du coup, les abeilles peuvent, par le biais de l'alimentation, inhiber l'activité d'un gène. Et donc, cet exemple, pour moi, je le trouve vraiment mais incroyable et sujet à méditation, parce que on se rend compte en fait que dans la vie, de manière très intuitive, c'est vraiment quelque chose qui est connu en fait. Les abeilles savent qu'en modifiant l'alimentation, elles vont impacter les gènes qui vont faire que ces larves-là deviendront des abeilles ouvrières plutôt que des reines. Et je trouvais ça vraiment incroyable, cet état de conscience que nous, on a un petit peu perdu en tant qu'être humain. On n'est plus vraiment relié à tout ça. Et du coup, le fait de voir que concrètement, l'alimentation a un rôle précis sur les gènes, voilà, moi c'est quelque chose que je trouve extrêmement passionnant, et je me dis qu'il y a vraiment que la nourriture et notre alimentation est quelque chose qui est un peu sous-estimé, où on sous-estime sa puissance, et à quel point en fait ça elle impacte notre état de santé. Sujet à méditer. Voilà, c'était Noémie Louvenaz. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.